Yo yo yo, c'est Balou, bienvenue dans un format un peu plus sérieux où on va aborder des thèmes plus sérieux. Et là on a choisi celui de R. Kelly. On a reçu vraiment beaucoup de messages. Et c'est vrai que c'est un sujet très très sensible parce que ce qui se dit dans ce documentaire est très fou. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne sont pas au courant, il y a un documentaire de 6 épisodes qui s'appelle Surviving R. Kelly qui a été diffusé, qui montre ses actes pédophiles, ses violences. Enfin c'est vraiment dur à regarder. Dans le documentaire, c'est ses victimes, ses proches, des gens de l'industrie qui s'expriment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous en parler en plusieurs parties. Dans la première partie, on va vous expliquer épisode par épisode ce qui se passe, parce que voilà, les épisodes sont dispo, mais sont en anglais, donc tout le monde n'a pas la possibilité de comprendre. Dans un deuxième temps, on va vous dire les retombées de tout ce truc, en fait, de tout ce documentaire, la réaction de R. Kelly, et on va finir par donner notre avis personnel. Donc voilà, on est ensemble. Là, ça va pas être gaulerie, on va pas faire des trucs, tu vois, c'est pas comme d'habitude où on va être fou et tout. Mais voilà. Déjà, avant de commencer, moi, je donne déjà mon ressenti quand j'ai regardé ça. Franchement, des fois, j'avais envie de quitter. Tu vois, je mettais play, je regardais, des fois, j'avais envie de quitter. Déjà, le premier épisode, il te met dans un truc, tu te dis, c'est chaud. Et c'est très, très dur à regarder pour tous ceux qui veulent le voir. Tu peux pas regarder les 6 épisodes que d'un coup comme ça, à moins que tu aies une force mentale de ouf. C'est un bordel. Déjà, je vais présenter R. Kelly. Je pense que tout le monde connaît R. Kelly. Je le considérais, je le mets bien au passé, à l'imparfait comme le king du R&B. Il a des classiques. Quand tu penses à R. Kelly, tu penses à I Believe I Can Fly. C'était carrément, je me souviens, c'était la période où t'es né. Que ce son il a cartonné, tu vois. Bon, je te balance ta date de naissance, mais c'est la période où t'es né. Je me souviens, ça m'a marqué parce que c'était ta naissance en fait, tu vois. C'était I Believe I Can Fly. Je m'en souviens, j'étais parti voir Space Jam au cinéma. C'est un son qui était repris dans les églises aux États-Unis, qui représentait le bonheur, la réussite, tu vois, se dire qu'on peut le faire, tu vois. C'était un son de motivation qui était beau, et on va pas se mentir que c'est un génie. Il avait trop de trucs, il avait Ignition, il avait Hotel, il avait Fiesta, il a eu trop de hits et de classiques. Il a écrit pour les plus grands, pour les B2K, il a écrit pour qu'on parlait hier, pour Michael Jackson, il a écrit pour du monde. Et c'était un génie de la musique. Il a une voix incroyable. Et on va pas se mentir que ça l'est toujours en vrai, un génie de la musique. Et c'est ce qui est encore plus grave et ce qui rend le truc encore plus triste en fait. Bon, là on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va vous présenter, on a chacun choisi des épisodes. On va vous présenter épisode par épisode ce qui se dit dedans. On a pris des notes parce que c'est vrai que voilà, raconter un épisode comme ça de tête. Il y a beaucoup d'informations. Ouais, exactement. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Et c'est pas facile. Alors, on va commencer avec le premier épisode. Alors, déjà, il faut savoir que c'est très, très américain. C'est-à-dire, c'est vraiment monté comme un documentaire qui est destiné à te faire le détester. Ouais, déjà, ça. Toutes les 3 minutes, 4 minutes, ils te mettent un message. Si t'es trop sensible, vaut mieux pas regarder la suite et tout. Donc, ça te met vraiment dans une ambiance. Calme-toi et vas-y. Et pose-toi et regarde le truc. Et puis ils mettent bien les termes, les victimes, les proches. Ils te mettent vraiment dans un mood où tu te dis waouh, ce mec est un monstre. Déjà, ça c'est le but du truc. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un côté. Ils veulent en même temps mettre de l'entertainment dedans. Ouais. Comment ils amènent le truc comme si c'était une série sur les Kardashians. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Les musiques, les trucs, photos. Il y a des intrigues, il y a du suspense, etc. Ce qui te fait vraiment rentrer dans le truc, c'est qu'il y a que des références, des dates, des témoignages. Et du coup, tu te dis, bah ouais, c'est en mode entertainment, mais... Et des photos même. Et il y a des photos, il y a de l'émotion, tu vois. Ouais. Tu vois les meufs qui sont en sanglots, tu vois ses proches. Et en fait, ce qui rend le truc encore plus crédible, c'est qu'il y a ses frères, il y a ses proches, il y a ses anciens managers, il y a les victimes, ils sont vraiment allés chercher tout le monde. Justement, ces 2 frères-là, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, ouais. Même ce qu'il fait à ses frères, c'est un truc de malade. Ouais. On en parlera, je sais pas c'est dans quel épisode, c'est peut-être dans... je crois que c'est dans le 5e, ça. C'est dans le 5e, je crois que c'est dans le tien, ouais, où il parle de son frère. Ils en parlent dans plusieurs épisodes. N'hésite pas à parler dans le micro, frérot. Ils en parlent dans plusieurs épisodes. Ouais, mais je crois que c'est vers la fin vraiment que son petit frère, il parle en tout cas. Ouais. En tout cas, ça commence fort. Il nous présente R. Kelly au début avec ses records. Et puis, c'est les premières images. Ensuite,
il nous enchaîne avec des femmes qui pleurent et qui parlent de ce qu'elles ont vécu. Et là, tu dis, wow, ça commence fort, tu vois. Tu vois les records et ensuite les femmes qui pleurent sur les fonds verts. Mais déjà, le titre du truc, Surviving R. Kelly, c'est un truc de ouf. Surviving, ouais. Survivre à R. Kelly. C'est chaud. Tous ceux qui ont survécu à R. Kelly. Voilà, c'est ça. Et ils appellent les femmes qui témoignent les survivors. Les survivantes. Donc ça te met directement dans le vif du sujet, mais il faut savoir qu'il y a tout un mouvement autour de ça. Déjà, le Mute R. Kelly, il y a c'est vraiment aller loin. Alors ensuite, on nous parle de sa naissance. Il faut savoir qu'il est né à Chicago. Il y a justement, comme j'ai dit, ses frères qui parlent et qui le présentent comme un jeune qui était timide, qui savait pas lire. Et ça, c'est important aussi à dire parce qu'il était pas du tout doué à l'école, mais il était super talentueux et il avait l'oreille absolue. C'est-à-dire que le mec était capable de te rejouer n'importe quelle note, de te faire n'importe quelle note avec sa voix. C'était vraiment un petit génie. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir qu'il vient de Chicago. Et quand tu connais l'histoire de Chicago, tu sais ce qui se passe à Chicago, tu sais que le mec n'avait pas une enfance facile. Du coup, ce qu'il explique, c'est que lui, il sortait pas trop, il aimait pas aller dehors, etc. Et que c'était la musique qui lui permettait de s'éloigner de tous les problèmes familiaux, de la street, etc. Et qu'en gros, le gros, s'ils ont vraiment appuyé sur ce détail-là, c'est qu'il a été violé par des gens de sa famille, on sait pas qui, on nous explique pas qui. Après, j'ai fait des petites recherches à droite à gauche. Il y en a qui disent que c'est sa tante, il y en a qui disent que c'est sa mère. Ça reste encore flou, on sait pas. Mais il a été violé de ses 7 ans à ses 14 ans. Et son petit frère aussi. Et il y a une anecdote qui est ouf parce qu'il y a son petit frère qui explique ça, qui dit j'ai expliqué à mon grand frère que j'ai été violé. Et mon grand frère, il a dit. Il voulait pas m'entendre en gros, parce en parlant d'R. Kelly, parce que lui aussi il l'a vécu en fait. Et parle dans le micro. Ah, c'est chaud. Et il expliquait que voilà, tu vois, genre je peux pas. En gros, il expliquait que même son frère lui disait on peut rien faire en fait, tu vois, on se fait violer, on est des petits Chicago, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse gros, c'est notre tante ou notre mère ou tu vois, on peut pas balance. Donc déjà c'est un traumatisme. Déjà c'est le premier traumatisme. Et j'ai l'impression que comment ils l'ont amené, ça c'est pour dire voilà la raison de tout ce qui va suivre. Tu vois, je pense qu'ils l'ont amené comme ça, tu vois. C'est ce qui a créé en fait la suite. Et c'est quand même 7 ans à 14 ans, c'est quand même 7 ans de viol. Ouais. C'est traumatisant, je pense. Ouais. Pour, tu vois, et je dis pas ça pour le défendre ou quoi que ce soit. Non, c'est les faits. Mais je pense que c'est. Ça détruit n'importe qui. C'est un fait qui est à prendre au. Ouais. C'est possible que tu tournes grave mal. Exactement. Donc. C'est comme ça que commence la description de pas mal de tueurs en série, de violeurs. Du coup, ça peut te. Waouh. Ça détruit mentalement en fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu, donc on peut même pas comprendre, tu vois, déjà. Pas imaginer, ouais. Déjà. Donc ensuite, le documentaire parle directement de sa rencontre avec Aaliyah. Donc ils expliquent bien qu'ils appuient beaucoup sur ce détail, que R. Kelly était le producteur d'Aaliyah, qu'il a produit son premier album, qui s'appelle Age Ain't Nothing But a Number. Ça veut dire l'âge n'est rien d'autre qu'un nombre. Déjà, ça en dit long sur la personnalité du mec, tu vois. Mais c'est un album qui a super bien marché, qui a fait découvrir Aaliyah. Et lui, son but, c'était, il explique, que les gens qui l'entourent expliquent que lui, il la voyait vraiment comme, il l'aimait vraiment, qu'il la voyait comme la plus grande star de tous les temps, qu'elle avait un talent de ouf. Et il l'a plus ou moins stylisé avec son équipe. Il a construit le personnage Aaliyah. Il la faisait s'habiller comme lui, des fois sur un plateau. Et il y avait quand même la rumeur qui circulait. Les gens comprenaient pas trop parce que faut savoir que quand je vous parle de ça, Aaliyah avait quand même 15 ans. Lui, il en avait 27. La rumeur qui circulait qui disait ouais, ils sont en couple, ils sont pas en couple, etc. Ça a commencé à faire du bruit parce que les gens disaient quand même c'est R. Kelly, on le respecte, tu vois. Les gens, en fait, le problème qu'il y avait dans ce truc, c'est que les gens voyaient R. Kelly comme c'est R. Kelly, tu vois ce que je veux dire, c'est un dieu de la musique. Plus ou moins, tu vois, j'aime pas utiliser ce terme, mais il était considéré comme tel, tu vois. Et même son entourage, ils étaient tombés sur ça carrément. Ouais, carrément. Il y a une des backeuses qui disait qui explique qu'elle est arrivée dans le tourbus et qu'elle a cramé R. Kelly est en train de baiser avec Aaliyah. Ouais. À l'âge de 15 ans, tu vois, et ça commence à devenir problématique. En fait, quand t'entends ça, tu te dis ah ouais, c'est chaud. Et en fait, ce qui est encore plus ouf, c'est qu'ils sont quand même allés sur des plateaux ensemble. Les journalistes posaient des questions. Est-ce que vous êtes ensemble? R. Kelly restait flou, Aaliyah aussi. De toute façon, tout au long du documentaire, tu te rends compte qu'il contrôle quand même
son image en fait. Il est tout le temps flou en fait. Il nie pas. Il va pas dire oui c'est ça, il va pas dire non c'est pas ça, mais il contrôle son image, il est toujours flou du début jusqu'à la fin. Mais tu sens aussi dans les témoignages, il y a son ancien tourneur, il y a son ancien manager, etc. Tu sens que quand les mecs ils parlent, les mecs ça se voit qu'ils regrettent de ne pas avoir agi. Comment ils parlent, fort. Ils expliquent les trucs. Tu sens la culpabilité dans tu sens que les mecs regrettent, ils se disent surtout la backeuse. Ouais, la backeuse, elle dit qu'elle regrette. Elles font en larmes carrément. Ouais, elles font en larmes quand elle raconte ça. Et elle dit que bon, elle a pas aidé Alia à l'époque, mais qu'elle le fait maintenant. Voilà, après, c'est ça. D'autres vont dire c'est peut-être trop tard, mais faut toujours parler. Et ensuite, il y a peut-être 10-15 minutes sur le mariage entre Alia et R. Kelly. Alors, faut savoir qu'Alia avait 15 ans et qu'il y a des gars de son équipe qui ont aidé R. Kelly à trafiquer les papiers de mariage pour transformer le 15 ans en 18 ans et pour qu'il puisse se marier, etc. Donc, son acte de naissance et tout. Ouais, voilà. Donc il était marié à Alia lorsqu'elle avait 15 ans. Et je me souviens, c'est ouf parce que moi, quand j'étais petit, j'ai découvert Alia via ma mère. Faut savoir que ma mère, elle m'a mis dans trop de trucs. Elle m'achetait les albums avant, puisque j'avais un oncle qui était dans le basket. Il me ramenait tous les trucs et il disait à ma mère, achète Alia, achète ci. Et elle m'avait acheté ces projets-là, en fait, tu vois. J'ai Nothing But a Number, j'ai toujours le truc à la maison. Je voulais le ramener, mais je l'ai pas trouvé, tu vois. J'ai toujours tous ces trucs-là et tout, tu vois. Et ma mère, elle regardait, quand on allait aux Antilles, on regardait beaucoup BET. Tous les trucs de BET, nanana. Et on tombait tout le temps sur ces trucs-là. Et ma mère, elle me disait, ouais, Alia, nanana, tu connais pas Alia. Mais c'est ma mère qui me parlait de ça, tu vois. Et quand Alia, elle est décédée, je me souviens, il passait plein de trucs. Il y avait des trucs de R. Kelly. Et justement, il repassait le mariage d'R. Kelly qui pleurait. Parce il y a une vidéo, de souvenirs que j'avais quand j'étais petit, où R. Kelly pleurait. Il disait, ouais, je l'aimais, ceci, cela. Il y a même DMX, je me souviens, qui était triste. Et moi, j'avais jamais compris que R. Kelly, quand j'étais plus jeune, que R. Kelly et Alia, ils étaient en couple, quoi. Il était amoureux, quoi. C'était pas possible pour moi, parce que R. Kelly, quand j'étais petit, il avait déjà 27-30 ans, tu vois. Et Alia, elle avait 15 ans, tu vois. J'aurais jamais pu faire le rapprochement. Et ça, en gros, c'est le premier épisode. C'est-à-dire que le premier épisode, il est basé sur des témoignages, de 2-3 témoignages de ses proches, de son équipe. Comment ils sont rentrés dans l'équipe, voilà, le fait que aussi dans l'équipe ils n'avaient pas trop le droit de communiquer entre eux, etc. Que il le présente pas comme un dictateur tout de suite dans le truc, mais le présente comme un mec qui contrôle les gens avec qui il travaille. Ouais. Ça c'est la première étape et ils expliquent comment lui il a pris Alia et l'a ramené dans son monde, quoi, dans son univers. C'est ce qu'il t'explique. Donc ça c'est le premier épisode. Ensuite arrive le deuxième, où là justement il est représenté comme un dictateur. C'est-à-dire que là, il contrôlait les mouvements de ses backers et de ses danseurs. C'est-à-dire que les backers ne pouvaient pas fréquenter les danseurs. C'est lui qui décidait quand les gens devaient manger, quand les gens devaient se parler. Enfin, à partir de quel âge que ça... Ça, là, il avait déjà 27 ans, 28 ans. Là, on parle du R. Kelly qui a déjà percé, qui a déjà, tu vois, qui a déjà marié Alia, qui a déjà une carrière qui est vue comme le dieu déjà du R&B, tu vois. Ouf. Il est partout. Donc ouais, vraiment partout, tu vois, que ça soit... En fait, lui, sa force, c'est qu'il était... Genre, tu pouvais aller dans une fête de famille, il y avait du R. Kelly. Dans un mariage, il y avait du R. Kelly. Dans un baptême, il y avait du R. Kelly. Dans un club, il y avait du R. Kelly. C'était vraiment... Faut vraiment comprendre que R. Kelly, c'était... pire que Drake maintenant. Il est universel. Il était universel. Non, c'est pire que... C'est pas qu'il touchait à tout. C'était du R&B, mais il était aussi big que Drake maintenant, voire plus. Non, largement plus même. C'était un mec universel. Faut savoir que R. Kelly, lui, il traînait avec Michael Jackson et Michael Jordan. C'est incroyable. Tu vois, je te parle de mecs, gros, c'était ses gars, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, voilà, je sais pas si Jordan, Jackson connaissaient toutes ces activités, mais ils étaient potes, tu vois. Maintenant, oui, comme je disais, ouais, il le présente comme un dictateur. Et puis là, il y a l'histoire qui choque tout le monde, l'histoire du son You Are Not Alone. Donc, You Are Not Alone, c'est un morceau de Michael Jackson que tout le monde connaît. You are not alone, I am here with you. C'est pour Lisa, non? Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on comprend en fait. En fait, on comprend que, bon, à cette époque-là, il voyait déjà des petites, tu vois, de 14 ans. Et là, en fait, il y a eu une de son équipe qui s'appelle, c'est Lisa, c'est ça? Je connais pas le nom exact de la meuf. La backeuse, tu parles? Non, c'était pas la backeuse, c'était... Je sais pas si c'était la backeuse ou la danseuse. Dans tous les cas, c'était une des meufs de son équipe avec qui il a couché, qui est tombée enceinte de lui et qui a fait une fausse couche. Et en fait, la meuf enceinte, il lui a donné un chèque de 10 000 balles. Et il lui a dit, en gros, faut que ça reste entre nous, 10 000 balles, non. Et il lui a dédié ce son.
You Are Not Alone. Et en fait, il l'a chanté à son frère. Son frère, il explique son frère, ouais, il me l'a chanté. Il a dit, tu reconnais pas, c'est moi qui ai fait le son de Michael Jackson, etc. Et la meuf a expliqué que ce son, il s'est inspiré du fait que la meuf a perdu l'enfant pour l'écrire. Et en gros, c'était un son qu'il avait dédié à cette meuf de 14 ans, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il l'a donné à Michael Jackson. Je pense pas qu'il a dit à Michael Jackson, tiens, c'est une meuf. Non. Il a dit, tiens, c'est un son. Et c'est ça. Et en fait, ce qui est ouf dans le truc, c'est que 90% de sa musique est inspirée de sa vie. Et quand tu connais sa vie et le côté dark de sa vie, tu te dis, waouh, tu vois, genre, c'est ouf. Et puis cette meuf, elle l'explique, elle le décrit comme un mec qui a volé sa vie. C'est-à-dire que à 14 ans, t'es vulnérable, t'es lobotomisable, t'es naïf. Et en gros, ils expliquent bien dans ce. Et c'est ça qui te fait peur aussi dans les 2 premiers épisodes, que le mec allait carrément chercher les meufs, soit dans les centres commerciaux, tu vois, et qu'il envoyait son équipe aller les chercher, mais des petites, tu vois, des petits de 14-15 ans, soit à la sortie des lycées, à la sortie des collèges. Et il organisait aussi des fêtes publiques. Voilà. Ou des trucs comme ça, il est sûr de voir n'importe qui, des fans et tout, nanana. Et à la fin, je parle de ce que moi j'ai vécu quand moi j'étais au collège, ou je sais pas, tu vois, toutes les meufs elles disaient, je donne mon exemple, hein, moi je le marie trop, Adele des 2B3 ou genre ouais putain oh là là, tu vois les meufs comme elles sont, genre moi ouais, c'est trop mon les mari. 3T à l'époque quand j'étais petit, les 3T c'était les neveux de Michael Jackson, ils sont trop beaux, c'est mon mari. En plus ils faisaient des clips torse nu, tu donc, vois ce que je veux dire. Alors ouais, imagine, t'es une meuf de 15 ans, t'as ton mari qui arrive en face de toi qui te dit viens avec moi, je vais te faire une carrière, non, viens. Il commence, il te séduit, il te ramène chez lui, tu vois que t'es dans un truc de malade et tout, tu dis c'est un dream, mais après il commence à te séduire, il t'embrasse, tu dis oh c'est mon mari. Au final, au moment où il te dit viens on couche ensemble, bah, tu te dis bah je peux pas dire non. En fait c'est il rentre dans la... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément dans un des épisodes, il y a une meuf qui dit qui peut dire non à R. Kelly. Mais c'est vrai, mais cette phrase est marrante. Mais c'est en tout cas à cette période-là, ce qu'il représentait, etc. Et comment il amène le truc, bah, c'est un réel prédateur. Il est présenté comme ça dans les autres épisodes. Et puis voilà. Après, ça parle de filles. Il y a ces mariages. Enfin, c'est totalement un bordel. Et là, on arrive directement sur l'épisode 3. Que tu vas nous présenter, Fodje. Épisode de malade, parce que dedans ils te disent que en gros la pédophilie et la musique c'est lié. Genre il y a eu plein de voilà, ben justement Chuck Berry, il y a eu une histoire avec lui. Alors, pour ceux qui connaissent pas Chuck Berry, l'inventeur du rock'n'roll. Voilà, c'est le créateur du rock'n'roll, qui a été repris par Elvis. Ouais, voilà. Et lui il est tombé pour pédophilie et surtout, le problème à cette époque-là, c'est que lui c'était un noir, et qu'à cette époque-là il y avait beaucoup de racisme et tout, et qu'il couchait avec des femmes mineures blanches. Et donc coup, ça, directement il est allé en prison. Et justement, à un moment, ils parlent sur ça, ils disent que peut-être que R. Kelly, ça serait pas arrivé si ça serait des blanches, il serait peut-être allé en prison. Ouais, c'est le grand problème des États-Unis. Ça, c'est le manager qui dit ça, je crois, en plus. Celui qui s'occupe de la musique et tout. Bah ils disent ça, ils disent que les Beatles aussi, ils avaient un pied là-dedans. C'est chaud. Après, on voit le témoignage d'une fille qui s'appelle Lisa. Bon, je sais plus où elle l'a rencontrée, mais en gros, pareil, il l'a séduite. Justement, dans cet épisode, en gros, cette meuf qui l'a séduite, il l'a ramenée chez elle. Et il y avait déjà une fille à l'intérieur, une fille de 14 ans. Ils ont fait un plan à 3. C'est ouf. Il a tout filmé. Et en fait, dedans, ils disent que R. Kelly, il filme tout. Et en gros, il stocke toutes les cassettes de ses vidéos et tout, nanana. Et un jour, la meuf Lisa, là, qui est venue chez lui faire le plan à 3, il l'a ramenée au studio. Parce qu'il faut savoir que les meufs qui voyaient, ils faisaient en sorte de les garder pour pas qu'elles parlent ou que ça s'ébruite et tout. Du coup... Reste bien droit sur le micro. Ok. Du coup... R. Kelly est chaud, parce que quand Lisa elle est venue au studio, lui il est parti. Reste bien droit sur le ouais, il est parti. Il est parti du studio en laissant le sac où il y avait toutes les cassettes. Il veut pas rester droit sur le micro. Tu veux pas rester droit. Elle est restée donc. Elle est restée au. C'est pas bon là ? C'est bon là ? Ouais, c'est bon là. Donc au studio, donc elle s'est emparée de la cassette.
Et c'est justement là que la cassette populaire de R. Kelly, populaire, la vidéo. Contrôle ta bouche. Alors, Pierre, bouge c'est un avec micro comme ça, directif. Enfin, non, Directionnel. 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 Ouais, donc la vidéo où on voit R. Kelly, qu'il y a une fille qui vient vers lui, qui commence à faire du sexe avec lui, ou lui pisse dessus, c'est cette vidéo-là qui a fuité. Parce que la fille a pris la vidéo, elle l'a donnée à un ami. Ensuite, R. Kelly, il a racheté la vidéo, $50 000. Vraiment, il contrôlait vraiment tout son délire. Et j'ai l'impression qu'il kiffait vraiment ça. Et le truc qui est ouf, c'est que au final, cette vidéo, elle a été vendue partout. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens que même moi, étant jeune, je l'avais eu cette vidéo. Ça, c'est. Tu vois, elle était disponible. T'allais sur Emule, tu la téléchargeais. Ouais, c'est Ouais. triste ça. Ah, c'était chaud. Ça, c'est triste parce que tout le monde a commencé à se dire voilà, R. Kelly, c'est ça qu'il aime. Et en plus, dans cette période, il a commencé à sortir Trapped in a Closet. Trapped in a Closet. in a Closet. Du coup, il a un petit peu assumé le fait que ça soit un mauvais garçon. Et donc, tout le monde a. Mais c'est plus en fait, le truc, c'est quoi le plus chaud, en fait, c'est que quand il y a eu cette polémique-là de la sextape avec la jeune de 14 ans et tout, ça a fait un bruit de ouf. Derrière, il a sorti Ignition, Trap in a Closet. Tout le monde a oublié la sextape parce que Trap in a Closet, c'était trop puissant, gros. Ouais, le concept était trop fort, le mec est trop fort. Donc, les gens, ils se disent, putain, mais c'est R. Kelly. Et on oublie cette histoire-là. Et justement, il travaillait dans cet épisode, on nous montre qu'il travaille avec une artiste qui s'appelle Sparkle. Et je crois que cette artiste, elle lui a présenté sa nièce de 14 ans. Ouais. Et c'est elle de la vidéo, en fait. Ouais. C'est la meuf qui est dans la vidéo qui se fait pisser dessus, etc. Et en gros, Sparkle, elle a reconnu. Ah, mais je crois que le truc de pisser dessus, c'est encore une autre vidéo. Ouais, c'est une autre vidéo, pardon. C'est une autre vidéo. Là, c'est plutôt la meuf du plan A3 là. En fait, c'est la meuf elle, c'est la meuf du plan A3, mais dans la vidéo qu'elle a leakée, c'est juste elle vient. Ouais, elle vient. Fait ses trucs voilà, avec lui, elle danse. Ouais, voilà. Et on voit R. Kelly qui lui donne de l'argent. Et ensuite, ça. Ils ont pas montré directement la vidéo, mais voilà, on sent que ça va commencer. Et en gros, l'artiste qui a présenté sa nièce à R. Kelly, elle reconnaît sa nièce. Du coup, elle a décidé d'aller contre lui, quitte à... Tu parles au jugement ? Non, elle a vraiment... Elle a confronté au truc, et lui, il a nié. Et, elle a pas voulu parler de ça aux parents de la fille, parce que c'est elle qui a ramené la nièce à R. Kelly. Du coup, elle était un petit peu bloquée. Puisqu'elle travaille avec R. Kelly, donc c'est un peu lui qui le paye. Et du côté de la famille, c'est elle qui a ramené la nièce. Elle a la responsabilité, quoi. Ouais, donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis sa carrière en péril pour faire tomber R. Kelly. Sauf que là, tous les médias, les gens autour et tout, ils ont dit que tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Et ils l'ont, cassé. Ouais, ils l'ont cassé de ouf, tu vois. C'est surtout aussi que la famille ensuite a... Ouais, c'est ça en fait qui est le plus chaud. C'est que la famille de la nièce, les parents, ou que ce soit des oncles et tout, ils ont continué à travailler avec R. Kelly. Et ils ont dit que c'était pas elle dans la vidéo. Ouais, surtout ça. Ça s'est passé au jugement. Ouais, au jugement. Parce que ça arrivé en 2002. Ouais. Que ça a éclaté et tout, nanana. Puis en 2008, il y a eu le jugement. Ça veut dire 6 ans entre temps. La meuf, elle a 21 ans. Elle a 14 ans au moment des faits. Au moment du jugement, elle a 20 ans. Ça veut dire, même elle peut se dire, ouais, c'est pas moi sur la vidéo. Tu vois, tu peux passer à autre chose, quoi. Le jugement, il est ouf parce que, à cette période-là, tout le monde était en mode ouais, R. Kelly, pédophile, ceci, cela. Et il y en avait beaucoup aussi qui étaient dans la rue, en mode, ils défendaient R. Kelly, ils disaient que c'était un coup monté. Et le truc, c'est que la famille, comme tu as dit, de la victime, on dit que, tu vois, la mère, les parents, on se dit que c'était pas elle. Tout le monde savait que c'était elle, hein. Tout le monde a dit que c'était pas elle, toute sa famille, sauf la Sparkle. Et au final, il a été acquitté, quoi. Et en plus, pendant toute cette période, il était marié, il avait 2 enfants. Voilà. Et par contre, sa femme aussi, elle était au courant de rien. Ouais, genre son ex-wife, on va dire. Son ex-femme, elle est parce qu'elle est dans la vidéo. Et elle connaissait personne de son équipe. Elle les croisait, mais ils n'avaient pas le droit de se parler. Comme tu dis, en gros, quand il faisait venir une petite fille, il la faisait passer pour une membre de son équipe. Du coup, sa femme, elle voyait rien. Puis il y a même un moment justement où Sparkle, elle explique que les meufs dans la maison, elles devaient... C'était plus ou moins des esclaves. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, elle explique que les meufs, pour aller manger, elles devaient lui demander la permission. S'ils disaient non, elles remontaient. Il les lobotomisait un moment. Ouais. Et elle raconte justement que l'ex-femme,
elle entendait toquer pendant 10 minutes. Ouais. Tu vois, et elle a dit ouais, elle regarde R. Kelly, elle dit c'est qui? Et l'ex-femme me dit ouais, est-ce que je peux venir manger? R. Kelly lui dit vas-y, c'est bon, viens. J'espère qu'elle a dit que ça l'avait choqué, tu vois. Ouais. Genre que s'il aurait pas répondu, elle aurait toqué peut-être 1 heure. Et le truc de ouf aussi, c'est que quand il s'est fait arrêter là en 2002 et il est allé un petit peu en prison pour le jugement qui a eu lieu en 2008, il a fait les affaires de son ex-femme là et il l'a fait partir en Floride pour pas qu'elle vive, pour pas que les médias ils l'attrapent et tout, nanana, qu'est-ce qui s'est passé et tout, nanana. Du coup, elle est à l'hôpital enceinte et elle se rend compte que son mari, il est encore accusé pour des trucs de viol. En tout cas, de pédophilie, de pornographie. Pornographie. Parce que déjà, elle s'est mariée avec lui, et il y avait déjà voilà les histoires. Mais vu qu'à chaque fois il était acquitté, elle s'est dit bon, ça doit être des haineux, vu que voilà, il est grand et tout, nanana. Mais quand il s'est fait arrêter, là, elle a failli faire tomber son bébé et tout, perdre son bébé. Ouais, péter un câble. A pété un câble. Et même vers la fin aussi, genre, ça c'est 2008, hein. Genre 2000. Toujours sur l'épisode 3. Ouais, l'épisode 3, 2008. En 2008, quand voilà, il a acquitté, il y a toujours des femmes en gros qui sont venues lui donner soutien le jour du jugement et tout. Et ce jour-là, il a attrapé une fille aussi, Géronda, qu'on entend dans le truc. Et il l'a fait venir chez elle. Pareil. Chez lui. Ouais, chez lui plutôt. Et pareil. Il recommence pareil. Et elle est. C'est celle qui l'a fait déshabiller à la piscine. Ouais, voilà. Il lui dit vas-y, viens dans ma piscine. Dès que tu rentres chez lui, il est au piano, il chante et tout, nanana. Il avance vers toi en chantant, il t'embrasse, il te met dans des conditions. Il met les femmes dans des conditions rêvées, tu vois. Et du coup, elle rentre toute dans le jeu en fait. Et justement, cette meuf, elle lui a donné sa carte d'identité. Du coup, dedans, il voit qu'elle a 16 ans. Ouais, 16 ans, ouais. Et il lui dit bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu dis à tout le monde que t'as 19 ans. Et tu fais comme si t'avais 21. Agis comme si t'avais Agis comme si t'avais 21 ans. Comme si t'avais 21 ans. Ouais, ça c'est la phrase qu'il a dite qui est choquante comme. Et après, voilà, ça. C'est pas dans cet épisode-là où il y a l'interview. Non, c'est pas dans celui-là. De son frère. Je sais pas si vous avez capté, mais dans tous les épisodes, il y a des moments d'autres épisodes. Ouais, si. Je sais pas si c'est l'interview de son frère, mais l'interview où on lui demande, ouais, c'est quoi, est-ce que t'aimes les teenagers. Son frère. Non, c'est Touré qui lui demande ça. Non, ça c'est dans l'épisode 4 ou 5. Ça, c'était il est dans le 4, il est aussi dans. Mais parce qu'il y a son frère aussi qui parle de ça. Il dit, en fait, il défend son frère, celui qui est en prison. Ouais. Il a un grand frère qui est en prison, Carrie, je crois. Non, ça c'est le petit. J'ai oublié comment il s'appelle. Je sais pas il pourquoi il est en prison, j'avoue, j'ai pas regardé. Ouais, je sais pas. Mais en gros, lui, il dit, je comprends pas. Voilà, il y a des gens qui ont il y a les goûts et les couleurs. Moi, j'aime les vieilles. Mon frère aime les petites. Et lui, plus tard aussi. Bon, ça c'est dans l'épisode d'après, je crois. Par rapport au petit frère qui, tu vois. Ah, ok, ouais. Et ça, l'épisode d'après, justement, c'est moi qui vais en parler. Ouais. Comme Balou il l'a dit, franchement, c'était compliqué à regarder. Je crois 2 ou 3 fois j'ai arrêté. Voilà, je l'ai dit. Je le dis 3 fois j'ai arrêté au moins. Parce que c'est dur en fait. C'est pas simple à regarder. Surtout si vous avez des sœurs et tout, c'est quelque chose. En gros, l'épisode, il commence. On nous parle de. Comment elle s'appelle la fille? Géronda? Ouais, Géronda, ouais. Qui, en gros, qui le rencontre lors de son procès. Parlez bien fort ou parlez, tu vois, comme ça on vous entend bien. Qui le rencontre lors de son procès, qui souvent va le voir. En gros, sa mère qui travaillait tout le temps, en gros, pour elle c'était facile de sécher les cours, tu vois. Du coup, c'était du je vais en cours, en fait, elle séchait. Et justement, elle allait regarder le procès puisque c'était un procès public. Donc tout le monde pouvait y avoir accès. Et plusieurs fois, elle va le voir, lui dire, lui montrer son soutien, en gros. Il va lui dire, excusez-moi, c'est réveillé pour aller manger. Vas-y, continue. Il va lui dire, merci du soutien, etc. Plusieurs fois, ça va se passer comme ça. Elle va discuter avec lui, il va lui répondre, ils vont bien discuter. Et une fois que il est acquitté, il la retrouve, entre guillemets. Ah ouais, en plus, longtemps après. Hein. Voilà, il arrive à la retrouver, il lui dit, mais... Non, au début, c'est un de ces gars qui lui envoie un message en lui disant il veut te rencontrer et tout. Ensuite, lui-même, il l'appelle avant même qu'elle ait eu le temps de répondre au gars de son équipe pour lui dire en gros, oui, merci, c'est toi qui m'as soutenu, je t'ai vu et tout, je me souviens de toi. Viens chez moi. Donc, elle arrive chez lui. Ce qu'il fait, je crois, si je me souviens bien, c'est que tout de suite, il lui demande, au téléphone. Non, même avant d'avoir accroché, c'est là où ça devient bizarre. Franchement, moi, ça m'a perturbé. Il lui dit, ok, dès que t'es chez moi, moi tu m'appelles Daddy.
Ouais. Il dit, Mais il disait ça à toutes les meufs. Ouais. ouais, voilà. Ça m'énerve parce que j'ai déjà eu des délires comme ça. Ça m'a On a foutu la haine, tous eu ça. ce délire-là, mais là, Putain. c'est. Là, je peux plus le dire ça à une meuf. C'est quand Midadi. Putain. Ben franchement, c'est explicite, hein, le truc. Oui, pour R. Kelly. Non, mais ouais. Ouais. Ouais, parce que moi, j'ai déjà eu ce délire-là et ça m'a énervé. Waouh. C'est les films américains hein, qui nous ont. Ouais, matrixé. bah oui. Et ensuite, avant même de raccrocher, elle lui dit OK. Il lui dit OK qui? Et du coup, bah. Elle dit OK, Daddy. OK, ouais. Daddy, voilà. Et surtout, il lui dit de venir seul, de dire à personne. Personne doit savoir. Personne où ne tu vas. savoir. En gros, C'est il pas Mais utilise tu pas sais, ton la téléphone. manipulation, elle commence là. À partir de ce moment-là, il était déjà dans sa tête. Hein. Oui, Lui, il a capté qu'il était déjà dans sa tête, du coup, qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Une fois arrivé là-bas, il lui donne une tenue un peu spéciale, je sais plus si c'était soubrette ou un truc comme ça. Et il l'a fait marcher Ouais, c'est ce qu'on avait dit là. Ouais, sur ouais. la piscine et sur tout. la piscine et tout. Au début, il lui dit voilà, enlève, marche. Ouais. Elle fait des allers-retours. Parle bien dans le mic. Elle fait des allers-retours. Et ensuite, il lui dit enlève le haut. Elle se dit c'est R. Kelly. Elle enlève. Et il finit par lui dire enlève le bas. Là, il y a le petit. Voilà, hein. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il va commencer à lui faire des bisous et tout machin. Oh, putain, ça m'énerve de dire ça. Bref, il commence à lui faire des bisous et tout. Il la touche et tout. Et elle se dit, bah pareil, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et elle avait quel âge 15 ans, 16 ans 4, À ce moment-là, 16 elle ans, avait ouais. 16 ans. Ouais. Ok, 16 ans. Ouais, elle lui avait dit juste avant qu'elle avait 19 ans. Il savait pas encore qu'elle avait 16 ans. Ouais, il savait pas. Donc il la touche et tout. Et je crois que si je me souviens bien, c'est à ce moment-là où il lui parle de son âge. Non. Oui, je vois ce que tu vas dire. Et elle répond pas. Elle lui montre juste sa carte. Et c'est là où il lui dit justement. Ouais, c'est ce que Fodjel avait expliqué Voilà. avant. Et là. c'est ce qu'il va répondre qui est chaud. Qu'est-ce que ça veut dire, genre en mode. Et alors Ouais, et alors T'as 16 ans, et alors Et alors, t'as 16 ans. Et il lui dit écoute, tu diras que t'as 19 ans et je veux que t'agisses comme si t'en avais 21. Ouais, c'est chaud. Ensuite, elle lui dit je suis vierge. Et lui il dit ben, c'est tant mieux, comme ça moi je vais te préparer pour ta première fois. Donc ça va être truc, je sais pas si on peut dire ça. Il a dit je te prends ta virginité, même, je crois. Quand même. Ouais. Ouais. Il a dit je vais t'entraîner avant de te la prendre. Voilà, avant Ah, de ouais, la prendre, je vais t'entraîner. Donc ça va être des trucs préliminaires et tout. Elle, ben, jusqu'à ce moment-là, ben, elle est choquée, mais elle se laisse faire, tu vois. Et au moment où, en gros, il va lui dire d'attendre dans sa chambre sur le lit, elle l'attend et tout. Il débarque et qu'est-ce qu'il lui dit? En gros, ouais, voilà, là, c'est le moment, je vais te prendre ta virginité. Et elle dit qu'en gros, ça s'est passé comme ça s'est passé, elle a eu mal et tout, et elle venait de se dire, bah voilà, j'ai perdu ma virginité. Mais genre, je viens de me souvenir un truc de ton épisode. C'est que quand elle vient chez lui, d'abord il la met en condition et il lui raconte toute sa vie. Genre en mode qu'il a souffert dans sa vie quand il était petit. Oui, et qu'en gros, ça. Comment on dit ça? Hein? Compatit, du coup. Ouais, mais tu sais, ça crée un lien avec la personne. La personne Ouais. se dit, ouais, il a souffert comme moi, etc. Et parce que justement, la fille, ouais. elle avait déjà été violée 3 fois, à 4 ans, 6 ans, 6 ans, 8 ans. Ouais. Donc voilà quoi, Elle avait déjà été abusée, donc lui aussi il a dit moi aussi je me suis fait. Enfin, il a commencé en mode je me suis fait abuser et tout, nanana. Il l'a mis dans son mood. Enfin, en gros, le même. Voilà, je me reconnais en lui, il peut me comprendre, on a un lien. Ouais, Du coup, je suis sa femme, tu vois ce que je veux dire. Il y a un psy justement, il parle dedans, il dit que en gros, bah, les Prédateurs. Ouais, les prédateurs. En gros, quand ils racontent des histoires comme ça, c'est juste uniquement pour que tu. Ça rapporte du monde, genre. Ouais, je suis comme toi, tu fais viens la me victime. voir, oh machin. Voilà. Et lui, il fait le tour derrière toi, comme ça. Exactement. Ouais. Ensuite, ce qu'on a, c'est. Attendez, parce que. Ouais, c'est grave. Incroyable. En fait, c'est les témoignages et tout, ça Ouais, fait froid dans le dos. De ouf. C'est puissant. En plus, tu les vois pleurer et tout, ça. Non, c'est. Bah, justement, en parlant de ça. Une fois, elle était en gros, elle avait l'habitude de venir, d'aller venir et tout. Un jour, elle passe et elle voit grave d'autres filles. Elle se dit, bah, au final, je suis pas la seule. Et ce qui va se passer, c'est que il va lui dire, ouais, j'adore les Bulls. J'adore Chicago Bulls. Et elle va dire, non, moi, je suis pas pour Chicago Bulls. Il va lui dire, si, t'es pour Chicago Bulls. Elle va dire je suis pour Cleveland, elle, ouais. Genre, Voilà, les pour Cavaliers, Cleveland, ouais. exactement. Et il va lui dire, si, t'es pour Chicago. Elle va dire, non. Il va la gifler. Et il va lui dire juste après, allez hop, tu manges pas. Et en gros, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Une fois qu'il était contrarié, une fille faisait pas ce qu'il voulait, bah il les nourrissait pas. Et elle buvait que de l'eau. Et elle, je crois qu'elle avait des cacahuètes dans ses poches, ce qui lui a permis de manger en fait. Et justement, quand dans les plein de filles là, ça, c'est pour l'épisode 5, elle rencontre Dominique.
Alors, Voilà. dans mon T'as vu épisode aussi, ils le disent. Faut préciser qui est Dominique. Bah, en gros, elle, c'était la fille d'une femme qui vivait seule. Yeah. Et en gros, elle chantait, je crois. Mhm. Et, Mais c'était tous plus ou moins des ouais, artistes, c'est- les ouais, gens qui c'était ça. rencontraient. et carrément, Il arrivait à les endoctriner grâce à ça. Ouais. Tu vas devenir une star. ouais, voilà. Et carrément, il gardait contact avec la fille, enfin, avec les enfants. Et par exemple, il allait les voir dans leur match de basket. Il allait les chercher à la sortie de l'école. Genre, vraiment, tu vois. donnait l'image Ouais, de rentrer quelqu'un dans leur qui... lifestyle, Ouais, quoi, ouais, voilà. carrément. Il donnait l'image de quelqu'un qui prenait soin de ses filles, en fait. De ces filles-là. Et carrément, l'entraîneur de la fille, là, Du basket, ouais. Ouais, ouais. De Dominique. bah ouais, il trouvait ça bizarre, tu vois, au début, mais... Bon, Mais il se dit, c'est R. Kelly. voilà, c'est En fait, c'est le problème, il est vraiment là. En Ouais. fait, c'est le fait que la popularité, en fait, fasse oublier aux gens. Et je trouve que dans la société actuelle, c'est encore pire. Mais on Ouais, en ouais, parlera dans Plus tard, parce que- ouais, on en parlera plus tard. Les followers, Instagram. ouais, c'est sûr, c'est On sûr. ouvrira le débat après, mais c'est très très chaud. Bah là, on va parler de l'épisode. C'est 4. On a combien là 5. 5 et 6. Tu vas gérer justement les 2 derniers épisodes. Et on rentre dans l'épisode 5, l'épisode qui s'appelle All the Missing Girl. Et en gros, l'épisode, il commence très très fort. À ce moment, on sait déjà que c'est un monstre, R. Kelly, tu vois. Et on rentre sur ses charges, sur ses 14 charges. Il y a eu 14 charges contre lui pour pédopornographie et il a été acquitté. Déjà, moi, quand je rentre dans cet épisode, je me sens mal. L'épisode, il commence comme ça. Tu prends une gifle, tu te dis, waouh, je comprends pas ce qui se passe. Ensuite, il y a Géronda qui revient, en fait, et elle explique un peu plus ce qui se passe dans la maison, tu vois. En gros, elle explique que R. Kelly les tenait prisonnières à l'intérieur de la maison. Ça veut dire que elle connaissait Dominique, elle se connaissait, et en gros, elle savait qu'elles étaient toutes les deux dans la maison, mais elles ne se sont jamais croisées. En fait, il avait tellement une influence puissante, c'était tellement un dictateur qu'il arrivait à faire en sorte, comme vous avez dit depuis tout à l'heure, tu manges à cette heure-ci. Si je t'ai pas dit, elles n'avaient pas le droit de marcher dans la maison s'il n'avait pas donné l'ordre ou l'accord, tu vois. Et Donc, justement, pour rebondir à ça, ses employés aussi, ils participaient à... Ouais, il jouait le jeu en fait. Ils jouaient le jeu, parce que justement, on en voit un qui est caché et Ouais. qui Mais dit un peu carrément, plein lui, de il a trucs, dit un ouais. truc grave. Carrément, lui, il a dit, et à un moment, il pleure, tu vois. Et à un moment, il a dit, moi, je jugeais pas R. Kelly. Je jugeais les filles. Je me disais, regarde-moi ces petites, qu'est-ce qu'elle vient de faire là. En gros, lui, il se disait que c'est elle qui avait accepté. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que lui, il se disait, ben, c'est bien, en gros, entre guillemets, c'est bien fait pour elle parce qu'elles ont accepté, tu vois. Lui, il se rendait pas compte de la manipulation qu'il arrivait à avoir sur elles parce qu'elles étaient jeunes. Et c'est ce que Géronda a dit. Elle dit, il arrivait à avoir du pouvoir sur nous parce qu'on était jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'épisode, il est vraiment, vraiment poignant. Après, on arrive sur l'histoire de Jocelyn Savage. Jocelyn Savage, en fait, c'est une histoire très importante, en fait, dans cet épisode. Puisqu'en fait, ses parents, ils étaient vraiment... Ils avaient vraiment une lutte contre R. Kelly. Ça veut dire qu'ils faisaient des meetings sauvages pour dénoncer ce qu'il disait. Ils C'est pas même des trucs devant chez lui. carrément. devant chez lui, voilà, c'est ses parents qui organisaient des meetings devant chez lui pour dire voilà, il a notre fille, voilà ce qu'il fait aux filles. Et vraiment, c'est à partir de cette histoire, en fait, dans les 2 derniers épisodes, on sent que l'histoire s'accélère. En fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de dénonciations qui commencent à apparaître et on voit un R. Kelly qui est un peu moins sûr de lui, tu vois. Il est un peu moins sûr de lui. Excusez-moi, je regarde parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Non, vas-y, c'est En normal. plus, on voit Jocelyn qui s'exprime un moment sur TMZ, TMZ, pardon. Et c'est- TMZ, tu Ouais, vois. TMZ. Et en fait, c'est de là que tout part, justement. On voit qu'elle s'exprime sur TMZ. Elle s'exprime dessus et elle dit, en gros, elle nie les faits, en fait. Elle dit non, moi je suis là de mon plein gré, tout ce qu'on dit sur lui c'est faux. Mais sauf que en analysant la vidéo, ses parents se sont rendus compte que après je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que les parents disent. Ils se sont rendus compte que il y avait quelqu'un derrière la caméra qui lui disait quoi dire et qui lui faisait des gestes en mode bon là c'est fini, arrête, tu vois. Et il y a même l'employé qui dit elle était pas comme ça et moi je suis sûr que cette vidéo elle avait un script. Tu vois, ça veut dire que même à partir de là, R. Kelly, en fait, comme je disais au début, il essayait de contrôler les médias et ce qui sortait des maisons, tu vois. Et ça j'ai eu très très chaud parce que je me suis dit, on a un point où tu dis oui, d'accord, c'est dans le documentaire, hein, bien sûr, je donne toujours l'avis du documentaire. Bien sûr. Tout ce qu'on fait de façon là, Ouais. si on explique ce qui se passe dans le documentaire. Voilà, tu c'est vois. ça. Où on arrive à un moment où on se dit, ok, jusque-là, on peut croire que c'est un malade mental, mais au final, il contrôle quand même ce qu'il fait. Au final, il manipule les gens et tout ça, et ça devient vraiment, vraiment très, très glauque un peu.
Après, ensuite, il y a la mère de Dominique, Michel, qui va commencer à partir à sa recherche, en fait. Et Dominique, c'est celle qui était avec Gironda, même voilà. ils se voyaient pas là. Voilà, c'est ça. Qui va commencer à partir à sa recherche, qui va commencer à faire des recherches à partir de la vidéo sur TMZ, puisqu'elle va se dire, bon, au final, il y a quelque chose qui va pas, tout ça c'est contrôlé et on va réussir. Il commence à faire des erreurs. En gros, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que les parents, ils commencent à se dire, ils commencent à faire des erreurs, on va pouvoir trouver ce qui se passe, tu vois. Donc l'épisode, il continue. Il y a aussi, juste après, il y a l'histoire de Kanika, qui était une host radio, qui elle avait 35 ans, c'était pas une jeune, elle avait 35 ans, mais c'était une super fan. Elle explique que c'était une super fan de R. Kelly. Genre, elle explique qu'elle aurait pu tout faire pour lui, tu vois. Et du coup, il la rencontre, et au début, pendant 2 ans, il y a tout qui se passe bien, tu vois. Elle explique que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'histoire, que tout ça, jusqu'au jour où R. Kelly lui dit, maintenant, tu viens chez moi. Et elle dit, il m'a même pas proposé de venir chez. Il m'a dit, il m'a imposé. Il m'a dit, à partir de maintenant, tu viens chez moi. Et à partir du moment où il est venu chez elle, et elle est venue chez lui, elle a commencé à voir son vrai visage. Il donnait des ordres, il devenait violent. Et à partir de là, l'histoire, elle a commencé à dégringoler. C'est ça. Voilà. Après, il l'a même utilisé pour pour masquer le fait qu'il avait un penchant pour les jeunes, c'est ce qu'elle dit. Voilà, parce qu'elle avait 35 ans en fait. Et c'était elle qui l'exposait pendant un moment, tu vois. Il faisait des trucs de ouf avec elle aussi, tu vois. Genre, il y avait des concerts, par exemple, il y avait certains concerts où il la faisait monter sur scène, il avait des mises en scène avec elle. Voilà, il faisait des mises en scène avec elle et tout. Et vraiment, il l'a montré aux yeux des médias pour montrer qu'en fait, non, ces histoires avec les petites et tout ça, c'est faux, tu vois. Il l'a instrumentalisé. Il l'a instrumentalisé, tu vois. Les filles, ils avaient chacun une pièce pour dormir ou c'était tous. Ça dépend. Tu connais, il a une grande maison. C'est ça. Ça veut dire, il peut faire ce qu'il veut. Il peut avoir. Ouais, vas-y. Sachant qu'il y en a même qui se sont pas croisés, et qu'ils n'avaient pas le droit de se parler. Je pense qu'il y avait la place. Ouais. C'est ça, tu vois. Et franchement, pour finir avec l'épisode 5, ce qui m'a vraiment touché dans cet épisode, c'est pendant tout l'épisode, on suit Michel Kramer, excusez-moi, qui cherche sa fille Dominique Gardner. Et en fait, on se rend compte que sa fille, c'est devenu un garçon, en fait. Ouais. Elle est devenue un garçon, vraiment. Mais quand je te dis elle est devenue un garçon, cheveux coupés, tu vois, genre c'est devenu un gars. Et en gros, R. Kelly l'utilisait un peu comme son fils, tu vois. Il l'envoyait avec les filles quand elle devait aller à l'étranger et tout ça. Et à la fin de l'épisode, en fait, dans une interview de TMZ, la mère, elle voit sa fille, tu vois. Et elle reconnaît l'endroit, elle reconnaît la ville où elle est. Elle dit, bon, je vais aller chercher ma fille, c'est plus possible, tout ça, tu vois. Et en gros, on te montre toute l'étape. On te montre l'étape où elle arrive dans la ville où il y a sa fille. Elle va dans un premier hôtel. Elle dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez chercher le nom de ma fille? On lui dit, non, elle n'est pas là. Au final, elle est désespérée, elle part. Elle voit un vigile devant un hôtel, tu vois. C'était un Renoir, tu vois. Elle lui décrit comment sa fille elle est. Elle dit, bon, allez regarder à l'hôtel qui est juste là-bas. C'était le même hôtel, il avait le même nom, tu vois. Du coup, elle va là-bas, elle apprend que sa fille, elle est là, elle voit sa fille une première fois. Sauf que la fille, elle n'était pas toute seule, elle était avec une autre fille, tu vois. Et l'autre fille, elle a appelé la police, elle a dit, faut empêcher cette dame de rentrer dans l'hôtel parce que c'est pas sa mère, tu vois. En gros, ils ont essayé de manipuler la situation encore pour qu'elle parte pas. Parce que, en plus, si c'est vraiment R. Kelly est considéré comme son fils, c'est qu'elle avait vraiment beaucoup d'informations sur lui, tu vois. Donc, je pense vraiment que lui, il devait avoir une confiance en elle ou quelque chose comme ça, tu vois. Déjà, là, il a passé un cap, il l'a considéré comme son fils. Comme son fils. Ouais. Le mec, il est devenu fou. Là, c'est de la folie, carrément, tu vois. Là, tu comprends pas, tu vois. Et à la fin, tu vois, tu te rends compte que c'est encore plus fort que ça parce que la fille, elle dit, malgré toute la pression et tout, elle pleure et dit non. Et au final, la mère, elle devait attendre jusqu'à 6h. À 6h, on se rend compte qu'elle sort, tu vois, la mère, elle récupère sa fille, elles partent ensemble. Elle lui dit, personne ne te fera plus rien, maintenant tu es avec moi, tu es avec ta famille, et part, tu vois. Et l'épisode 5 se termine sur ça. Donc c'est un épisode qui est rempli en émotions, tu vois, vraiment, vraiment. Et l'épisode 6, c'est plus ou moins pareil. Parce qu'en fait, il faut savoir que le tournage du documentaire a commencé il y a un moment, tu vois. Ça a commencé il y a vraiment un moment, tu vois. Du coup, quand il se passait quelque chose dans le documentaire, les personnes du documentaire appelaient le producteur pour dire bon là je vais aller à tel endroit pour faire tel truc, tu vois. C'est pour ça que même dans l'épisode, là je rentre dans l'épisode 6, l'épisode 6 s'appelle Black Girls Matters, ouais. C'est ça, Black Girls Matter.
Et en gros, cet épisode, c'est la dégringolade et c'est... En fait, on explique que, voilà, R. Kelly, aujourd'hui, il est ouvert aux yeux de tout le monde sait c'est qui, tu vois. Et c'est un épisode qui est très important parce que on se rend compte du nombre de personnes qui, je peux pas dire se retournent contre lui parce que tu peux pas te retourner contre quelqu'un si tu sais pas ce qu'il a fait avant. Des personnes qui ouvrent les yeux sur lui, on va dire, tu vois. L'épisode, il commence sur l'histoire de... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est Ashanti McGee. Elle aussi, elle avait 35 ans. Elle raconte son vécu avec lui. Pareil que l'autre, tu vois, elle raconte son vécu avec lui. Et c'est elle nous apprend, en fait, l'histoire de la Black Room, tu vois. En gros, R. Kelly, il avait une chambre qu'il appelait la Black Room, où la salle, elle était toute noire et il y avait juste un lit au milieu de la pièce, tu vois. Et en gros, quand elle commence à parler de la pièce, elle dit, voilà, dans cette pièce, il s'est passé des choses, vous pouvez même pas imaginer à quel point c'était dégradant, vous pouvez même pas imaginer ce qui se passait dans cette pièce. C'était vraiment, vraiment quelque chose de difficile et elle se met à pleurer. Et c'est là où tu te dis... Mais en antenne, on en parle, mais quand j'ai comparé à 50 Shades of Grey, c'est vraiment genre... J'ai vraiment compris ce que tu voulais dire. Tu te rappelles quand je te disais ça avant-hier et Ouais. tout. C'est vraiment la même histoire. Pour ceux qui ont suivi les épisodes, la seule chose qui différencie, c'est que bah bon, les meufs elles étaient consentantes et adultes. Mais en vrai, c'est la même histoire. C'est un mec qui a subi un traumatisme étant petit. C'est ça. Il a été l'instrument d'une meuf qui après est devenu traumatisé et il l'a refait à d'autres meufs. C'est exactement la même histoire. Et j'ai même envie de te demander si c'est pas inspiré d'R. Kelly, tu vois, genre. Carrément. Ouais, mais ouais, vraiment. Quand t'entends tout ça, ça fait flipper. Vraiment, Je pense c'est comme à que lui. c'est inspiré de plein. Je pense qu'il n'est pas le seul dans ce. Ouais, donc qui a eu ce comportement-là. Ouais. C'est ça. Et Il se passe quoi dans cette. En fait, si tu veux, elle t'explique juste que c'était tellement dégradant, mais elle dit pas les faits. Tu vois, Bah déjà, Ouais. dis-toi qu'il y avait une sextape de lui où il pissait dans les fesses d'une dans les meuf, fesses. Ouais, ouais, une ouais, meuf tu de vois. 17 ans. Donc s'il fait ça, il a dû faire plein de dingueries, il a dû tout tester le mec. Tu vois. C'est vraiment, vraiment chaud. Pour sortir psychologiquement atteint à ce point, c'est vraiment grave, tu vois. Et aussi, c'est dans cet épisode, on découvre le mouvement Mute R. Kelly et Black Woman Lives Matter. Matter. Et voilà, et on se rend compte qu'en fait, ce sont deux mouvements qui ont été créés par rapport à ces histoires. Ça veut dire que... Et ce sont des mouvements qui sont devenus vraiment, vraiment... pas puissants, mais... Viral en tout cas. Viral, tu vois. Ce sont des mouvements qui sont devenus vraiment forts, tu vois. À tel point qu'il y a des stars qui sont mis à suivre ces mouvements. Je peux citer quelques noms. Il y a des noms qu'on connaît. Il y a Shonda Rhimes, Eva Longoria, Ava DuVernay, tu vois, des réalisatrices, des actrices. Eva Longoria, tout le monde la connaît, qui se sont alliées à ce mouvement de Mute R. Kelly, tu vois. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ce genre de mouvement, c'est bien que ça arrive parce que je me souviens d'il y a peut-être un an, il y avait Balance ton port. Ouais, tu vois, et ça commence à... Tu vois, les gens ils commencent à vraiment dénoncer. C'est bien ça pour les gens qui profitent de leur pouvoir pour faire des choses et je trouve ça bon. C'est important pour les femmes en plus parce que en vrai c'est elles qui sont victimes en fait de tous les genre de trucs, tu vois. Harcèlement, de tout ça et tout. Ouais, parce que des fois on parle, tu vois, je me souviens quand j'ai bossé avec du monde, tu vois, et je travaillais à la radio pendant une période à l'époque, tu vois, quand j'étais à Ocalm et je parlais avec une meuf avec qui je bossais et elle me faisait comprendre que nous on comprend pas en fait, genre on peut pas comprendre ce qui se passe, comment les gens ils sont avec elle, genre même ça peut être une petite remarque, genre elle arrive au taf, ouais t'es fraîche aujourd'hui, elle peut l'interpréter super mal, tu vois, mais nous, pour nous c'est, tu vois, normal, au courir, on a vu au courir quand on avait pris les paires là, on a vu ça directement. La fille a dit je prends toute la queue. Il a dit ah bon, tu prends tout. Genre en fait c'est des trucs comme ça. En fait c'est des genre c'est au quotidien en fait. C'est au quotidien, même le regard dans le métro et tout, plein de trucs. Et des fois des vidéos comme ça qui montrent que les hommes c'est grave. Et des fois ça va loin, ça peut même aller genre tu vois, tu te retrouves dans un taf, t'es fraîche. Forcément t'es fraîche, tu plais au mec, peut-être le patron va essayer de te gérer. Tu vois ce que je veux dire, on peut pas comprendre ce que les meufs vivent parce que on est des queumés, et c'est bien que ce genre de mouvement qui dénonce ces bâtards qui profitent de leur situation soit exposé et que ça pète en tout cas. C'est ça, c'est l'épisode 6, il est vraiment basé sur ça, sur les mouvements qui ont été créés par rapport à ça. On explique un peu ce qui se dit dans les médias, on explique un peu ce qui se dit, ce que les stars disent et tout, etc. Et l'épisode se termine
sur un truc qu'il a fait, R. Kelly. Il a sorti un morceau qui s'appelle I Admit. Et en fait, dans ce morceau, I Admit, on a l'impression qu'il dit ouais, je l'ai fait, mais en fait, moi, au début, j'ai cru que c'était un morceau où il s'excusait et tout, tu vois. Du coup, j'ai cherché les paroles et tout, mais carrément pas. C'est un morceau où il dit ouais, je l'ai fait, mais c'est pas si grave que ce que vous laissez penser, tu vois. En gros, dans le morceau, il dit oui, j'ai baisé des vieilles. Oui, j'ai baisé des jeunes, mais pourquoi vous appelez ça de la pédophilie ? Ouais. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. En gros, dans le morceau, il explique comme quoi il a été violé à 14 ans. Dans le morceau, il dit... En fait, il dit tout, en fait. Il dit vraiment tout sur lui, tu vois. Il dit, ouais, j'ai baisé la meuf de mon frère. Ouais, j'ai baisé la meilleure amie de ma meuf, tu vois. Et en gros, il admet tout ce qu'il a fait, tu vois. Mais en gros, il admet tout ce qu'il a fait pour dire, oui, je l'ai fait. Mais j'ai pas l'impression que ce soit si grave que ça, tu vois. Je comprends pas pourquoi vous me diabolisez alors ce que j'ai fait, oui, je le fais et c'est normal. Ça veut dire que soit il essaie de contrôler le truc, soit lui-même il se rend pas compte de ce qu'il fait. En fait, il y a même une petite vidéo dans un des épisodes qui, en gros, ce qu'il dit surtout, c'est je l'ai fait, mais pour moi, il s'est rien passé quand moi on me l'a fait. Il dit même dans une des petites vidéos, ils veulent agir maintenant, mais ils auraient dû agir 30 ans avant par rapport à sa situation. Il dit ça dans le morceau aussi. En tout cas, c'est le résumé des 6 épisodes. Alors, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, on le sait pas. On ne saura jamais. En tout cas, c'est les témoignages des personnes des épisodes. On vous a vraiment retranscrit en étant le plus neutre possible tout ce qui se dit dedans. Après ça, il y a eu plein de réactions, évidemment. Il y a eu Tank, le chanteur, qui a condamné totalement, qui a soutenu. Il y en a beaucoup qui ont soutenu le mouvement Mute R. Kelly. Kidding hier sur Twitter, qui lui avait bossé avec lui sur son projet Ma Online, si je dis pas de bêtises. Il y a Omarion qui lui a eu des sons écrits par R. Kelly pour B2K, qui a dit on fait la tournée de B2K, après ce son là je les chante plus jamais. Il y a eu tellement. Il y a Jada Pinkett Smith qui a posé une question existentielle en vrai, qui dit mais en vrai tu vois, ça s'est passé, mais où sont les darons en fait? C'est ça. C'est du, tu vois, c'est quoi c'est, en gros, c'est le grand sujet. Et moi, c'est ça. Je rejoins un peu même la critique de Master P qui lui dit mais gros, tu vois, il remet en question rien de ce qui a été dit. Pour lui, c'est vrai ce qui se dit. Mais il dit les parents dans l'histoire de tout ça. Gros, t'as une enfant, elle fait 1 an chez R. Kelly, ou je sais pas combien de temps, de 14 ans, ou 2 mois, ou même une soirée, gros. Une soirée, c'est déjà trop. T'as 14 ans, tu fais pas une soirée chez R. Kelly. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que moi, je serais à la place d'un des darons, je te jure, hein, et je le dis, hein, je te jure que je l'aurais fumé. C'est la première fois que je l'aurais fumé. Sécurité, j'aurais tiré sur tout le monde. Nique sa mère, béton. J'aurais fait pareil, gros. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Pour mon enfant, en gros. Et bon, du coup, il y a eu plein de réactions, comme j'ai dit. Il y a eu. Mais le problème, c'est qu'il des fois, il venait chercher les enfants chez les parents. C'est ça en fait, et c'est pour ça qu'on dit la responsabilité, c'est les darons en fait. Ouais, mais en fait, il fait rêver les enfants, il fait rêver les adultes en fait. Mais ça veut dire, genre, il vient chez toi, il te dit bon, votre fille. Elle va devenir une star. Voilà, il y a juste ça à faire. Mais moi, gros, je dis, elle va devenir une star, je suis son manager, je viens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis avec lui, je suis avec ma fille, tout. Tu sais, carrément, dans le dernier épisode, il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois. Dans le dernier épisode, on t'explique que c'est l'histoire d'Azriel. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle. Azriel, en gros, elle a rencontré R. Kelly lors d'un concert pour l'anniversaire de son père. C'est ses parents qu'on voit là, qui parlent. Ouais, voilà. Même ensuite, ils vont la chercher à l'hôtel. Ils vont la chercher dans le studio, tu vois. Et en gros, ils sont allés à l'hôtel. Ils sont allés récupérer leur fille, en fait. La fille, elle descend, elle dit ouais, vous allez gâcher ma carrière et tout, non. Mais en fait, le truc que je comprends pas, c'est que les parents, en gros, ils expliquent qu'ils étaient obligés de signer, tu vois. Mais t'es obligé de rien du tout, c'est ta fille. En fait, des fois, je comprends pas la réaction des parents par rapport à l'histoire. Je comprends que c'est R. Kelly, je comprends tout ça, mais j'ai du mal à comprendre la réaction de certains parents. Ils se sont voilés la face et ils se sont peut-être dit que R. Kelly ne pourrait pas faire ça. Enfin, c'est tout, on pourra jamais comprendre en vrai. On sait que nous, on n'aurait pas cette réaction. Mais en tout cas, ça a fait bouger le net. Comme tu as dit, il y a eu le mouvement Mute R. Kelly. Il y a eu des articles sur tous les sites, tous les magazines, tous les Instagram, il y a vraiment quasiment 80% du game qui a parlé. Il y a Dame Dash qui a fait une interview avec Nick Cannon où il raconte lui sa relation amoureuse avec Alia, et il dit même que Alia, elle pouvait même pas parler de R. Kelly sans être mal, quoi.
Tu vois, c'est vraiment chaud. Et toi, je sais que tu as récupéré quelques tweets qui ont été faits en France sur ce sujet. Mais déjà, il faut savoir que R. Kelly était en top tweet pendant quelques jours. Et du coup, j'ai pris les plus gros tweets qui ont fait parler, tu vois. Alors, je vais citer. Ce que R. Kelly a fait à ces femmes, c'est l'équivalent de la mort. Elles sont toutes détruites psychologiquement et auront des traumatismes toute leur vie. Donc, je vois absolument pas pourquoi on doit avoir ne serait-ce qu'une once de peine pour lui ou sa mort. C'est qui a mis ce tweet il est compliqué. Ensuite, R. Kelly mérite la peine de mort. Point. Un mec qui a été. Le problème, c'est que juridiquement, ce qu'il a fait, ils n'arrivent pas à prouver que c'est lui sur les vidéos. C'est des témoignages. Et justement, c'est bien que tu dises ça. Tu parles de peine de mort et tout parce qu'il y a eu une enquête qui a été réouverte à Chicago en fait. Ils ont une enquête qui a été réouverte. Et justement, le commissaire et tout, il a bien dit que pour ouvrir l'enquête, il faut qu'il ait des témoignages des victimes, sinon il peut rien faire. Mais si les victimes ne viennent pas au poste, il peut rien faire. Tu sais qu'en plus à Chicago, le nombre d'enfants qui disparaissent, c'est incroyable. Ouais, c'est chaud. Je crois que c'est le pire là-bas, justement. Entre les meurtres et justement les disparitions, le kidnapping et tout là-bas, c'est chaud. Après, les fans de R. Kelly, vous êtes définitivement les pires. Ça se voit, vous êtes capable de protéger vos potes s'ils commentent un acte de viol ou de pédophilie. Et justement, ça nous amène au sujet d'après. Bon, avant qu'on aborde... Bon, on va faire dans le désordre. Oui. Je voulais faire la réaction d'R. Kelly, mais ce tweet, je pense qu'il amène au sujet d'après. C'est... le sujet, c'est est-ce que, après tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, je pense que pas forcément tout est vrai, mais pour moi, 80-90% est vrai. Est-ce que vous pourrez encore écouter du R. Kelly? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dissocier l'homme de la musique? Est-ce que c'est faisable pour vous autour de cette table? Moi, je vais prendre la parole, je vais répondre à ma propre question. Moi, personnellement, écouter du R. Kelly, là, c'est pas possible. Ça veut dire que, pourquoi c'est pas possible? Parce que je sais que ce qu'il chante, c'est ce qu'il vivait, c'est sombre. Je nie pas que c'est l'un des plus gros artistes de tous les temps, parce que j'ai dansé dessus, j'ai tout fait dessus, je me suis amusé dessus. Et il a un talent de ouf. Mais aujourd'hui, réécouter du R. Kelly, sachant tout ça, pour moi, c'est impossible. Je le dis clair, net et précis. Maintenant... Moi, je te rejoins. Et même si, pour moi, si quelqu'un écoute encore du R. Kelly, pour moi, c'est pas humain, c'est que t'as pas de cœur. Moi, je pars de ce fait-là et c'est quasi impossible d'écouter R. Kelly. Parce que tout ce qu'il dit, en fait, dans toutes les chansons, ce qu'il dit, c'est ce qui s'est passé vraiment. Et après tu penses aux filles qui ont été victimes et tout, non, je peux pas accepter ça. Non, clairement, je peux pas. Après, ce que les gens font, c'est ce que les gens font. Mais moi, je peux pas. Je pense que tout le monde ici est dans le même cas. Mais en fait, c'est la problématique du truc, c'est que c'est l'un des plus... En fait, ce qui est ouf à se dire, c'est que un mec autant talentueux, puisque comme ils disent les Kelly, c'est un don de Dieu, etc. qu'il a, soit aussi sombre en fait, tu vois. Mais justement, moi aussi, tu vois, je pourrais pas écouter du R. Kelly, mais en fait, si tu veux, c'est pas possible de dissocier un artiste et son œuvre. Et son œuvre, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un, c'est un mec qui pense et tout nanana. Et donc là, il s'est servi de sa vie privée pour élever son talent, tu vois. C'est un message. Donc en gros, il s'est un peu sacrifié, tu vois. Genre ses principes, enfin tout ce qui est principe d'une personne normale et tout, il a tout jeté et voilà, il a fait ce qu'il fallait et puis tout pour son art. Donc c'est déchirer une enfance quand même, parce que moi j'ai grandi sur ce mec, je vais pas te mentir. Il faut savoir qu'il a exposé des tops Billboard et tout. Ah oui, et que depuis ce qui s'est passé là, depuis ce documentaire Surviving R. Kelly, ces nombres de streams ont augmenté. Alors justement, le message de Jada Pinkett Smith, c'était comment ça se fait qu'il y a des gens qui écoutent que le truc il est augmenté depuis, tu vois. J'avoue, c'était même pas. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est ça qu'elle a dit plutôt. C'est même ça. pas Elle a dit la responsabilité, c'était Master P. Elle a demandé pourquoi les streams ont augmenté. Peut-être qu'il réécoute tes paroles pour vraiment comprendre. Il y a de la curiosité derrière. Il y a de ça. Je pense que ça. Il y a des gens aussi qui vont se dire ouais, mais je m'en fous, nanana. Par exemple, à Milit, lui, il y en a qui le font. Par exemple, à Milit, je sais que toi, tu l'as réécouté pour essayer de comprendre. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois. Mais je rejoins ce qu'elle dit quand même, parce que. Normalement, tu condamnes direct. C'est un peu malsain d'aller écouter pour voir, je trouve.
Genre dans le sens où tu te dis, vas-y, ah ouais, il a dit des trucs comme ça, j'ai pas vu, bah je vais aller réécouter. C'est cette réflexion, je pense, qui lui pose problème. Qui lui pose problème. Et en plus, dans l'histoire, c'est que des filles noires qui ont été violées. Ouais. Et c'est que des. Et en plus, c'est que des Renois qui défendent R. Kelly. Genre, donc. Mais tu sais, c'est une icône de la black community. Ouais, tu sais, mais. Genre, il y a. Tu sais, il y a des chanteurs ou rappeurs, tu vois. Tu sens que ce qu'ils chantent, c'est pas. Ils chantent pour le chanter, tu vois. Ils chantent parce que c'est le truc du moment. Ils chantent, voilà, ce sont des je sais pas comment t'expliquer, tu vois, un peu comme on disait la dernière fois, ce sont des acteurs plus que des artistes, tu vois. Genre, mais R. Kelly, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, avec l'exemple de You Are Not Alone, c'est que maintenant, quand tu vas réécouter ces morceaux, tu vas dire, mais je peux plus écouter en fait, parce que tous les morceaux en fait maintenant ils auront une signification différente de ce que tu pensais. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est pour tout le monde ça. En gros, demain tu vis un truc, c'est ça qui va t'inspirer pour faire un son. Là lui, il a vécu des trucs qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu, donc il a fait des sons que pas beaucoup de gens font. Moi personnellement, le son de Michael Jackson là, You Are Not Alone, je vais l'écouter en me disant que c'est le You Are Not Alone de Michael Jackson, que lui il a peut-être sa vision de le dire, tu vois, lui c'est plus genre on est ensemble, t'es pas seul. Je veux pas m'écouter en me disant si je peux pas barrer ce morceau-là quand même. Ouais, je suis enculé d'R. Kelly, tu vas me faire barrer tous les sons là. Non mais et en plus à l'époque là, il y avait plein de chanteurs et tout qui parlaient des jeunes filles, hein. Donc c'est depuis longtemps, hein, ce délire. En tout cas, y a R. Kelly qui a réagi et qui lui a tenté de faire, il a fait une page Facebook Surviving Lies, genre je survis aux mensonges, et en gros où il accuse justement toutes les victimes, etc. Facebook a décidé de supprimer la page derrière il a dit qu'il allait faire un site, qu'il allait s'exprimer, et lui il tient vraiment à dire que tout ça c'est des mensonges et que c'est pas vrai quoi. Mais il est quand même un peu, comment dire, taquin, hein. Surviving Lies, ouais. En gros, Surviving R. Kelly, et lui il se met en mode survivre aux mensonges qui sont racontés sur moi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc maintenant on va vous laisser vous le libre arbitre. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de tout ça. On a vraiment pris le temps de regarder tout et d'essayer de vous faire un truc le plus neutre possible, et pour ceux qui comprennent pas l'anglais, et voilà. Et maintenant vous pouvez vous-même aller revoir les épisodes. C'était son anniversaire en plus hier. Ouais, c'était son anniversaire hier, il a dû passer. Putain, c'est un Capricorne, j'ai la haine. 52 ans le frérot. Putain, enfin le frérot, plus trop maintenant, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé. On va essayer d'en faire de temps en temps des chroniques un peu plus sérieuses quand il y a vraiment des gros sujets comme ça importants. Là, c'était un sujet qui demandait du temps. On a pris du temps, franchement. Ouais. Vous savez pas, mais on a fait beaucoup de meetings, on a fait beaucoup de débats, on a beaucoup parlé. Comment aborder le truc. Franchement, on s'est pris la tête pour faire cette vidéo. Et j'espère que ça va faire comprendre à tout le monde ce qui se passe avec R. Kelly, et que voilà. Et puis je voulais parler de ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a ce fléau avec les réseaux sociaux, que maintenant, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, toute la vie des gens est une question d'image. Ça veut dire que en vrai, pourquoi R. Kelly il a réussi à avoir des meufs, c'est que c'était R. Kelly. Et j'ai l'impression que maintenant c'est un peu comme ça aussi avec les réseaux sociaux, c'est que oh lui il a beaucoup de followers, oh si. On a eu ce débat là hier, genre je sais plus c'est qui m'a posé cette question dans le groupe, est-ce que t'as déjà géré grâce à tes followers? Et c'est vrai que maintenant c'est dans la tête des gens, être populaire ça te rend beau, ça te rend, tu vois ce que je veux dire. Et il faut faire vraiment gaffe à ça, et ne pas confondre popularité et enfin ne pas mélanger le côté la popularité et l'humain, et de bien faire la distinction des choses, et ne pas transformer, ne pas devenir aveugle à cause de la popularité. C'est difficile parce que tu te dis quand tu vois un mec qui est comme ça, tu te dis s'il y a autant de gens qui l'aiment, je vois pas pourquoi tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, c'est très 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 chaud ce qui se dit. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, mettez un commentaire. On s'est vraiment pris la tête pour faire cette vidéo. On en a parlé pendant des heures. On a regardé le truc, on a analysé. C'était très dur. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, comme je l'ai dit. On est ensemble. Turn up!